Okay. Just before I ask Dr. Juste Grayson avant to de introduce our next donner speaker, la parole au Dr. Grayson I pour just qu'il nous présente le received prochain an email conférencier, je viens de from recevoir un Maureen. courriel. You need to know she had a Alors, very complicated surgery that was basically Maureen a eu une série de 8 chirurgies et tout a été fait à l'intérieur d'une séance de 7h30. Donc, une série de chirurgies très compliquées. Mais Maureen, vous savez, elle est courageuse. Et le frère de Maureen est ici aussi, n'est-ce pas? Las? Où est-ce qu'il est? Il est là. Bon. Merci beaucoup d'être des nôtres. Et puis, nos pensées vont à Maureen. Alors, Jim et à tous vous, tous autres. Alors, en mangeant ma crème de blé, mon jus, mon café, qui est servi par Melissa, une des infirmières au Centre de sciences, je pense à vous tous à la conférence et j'espère que vous avez une belle journée. Ma chirurgie très compliquée témoigne de façon exemplaire de l'importance de l'équipe du CNET. Je remercie en particulier le Dr. Kocha, sans lequel je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, capable de vous envoyer ce courriel. Mes meilleures salutations. Merci, Jim. Alors, bon, sur ce, nous allons donc commencer la deuxième partie du programme de la matinée. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le Dr. Ali Imran. C'est un collègue de moi, un collègue de l'Université d'Alousie. Et il est endocrinologue à temps plein avec nous. Il a terminé sa formation en médecine interne au Royaume-Uni et au Canada. Et il est donc directeur de la clinique thyroïde et aussi le co-directeur du programme neuro-pituitaire d'Halifax. Alors, peu importe le nombre de kilomètres qu'il fait sur sa bicyclette pour se rendre au travail, je le vois jamais transpirer et chaque fois que je le vois, il a le vélo sur l'épaule en train de prendre l'ascenseur pour monter au Centre des sciences. Alors, sur ce, le docteur Imran. Merci beaucoup. Alors, d'abord, fidèle à l'esprit de Action Canada 2011, j'aurais une question à poser ici. Alors, combien d'entre vous êtes médecins ici dans la salle? Et combien d'entre vous êtes patients ou des membres de famille de patients? D'accord. Alors maintenant, je saurai comment orienter ma présentation. Oui, je sais, je prends toujours le temps de... Ah oui, j'ai oublié les infirmières, je m'excuse, c'est lâche. Alors, on m'a demandé de vous parler d'une approche endocrine au dépistage des tumeurs neuroendocrines, pardon. Alors, comment moi, en tant qu'endocrinologue dans la clinique, comment je ferais pour dépister et diagnostiquer les tumeurs neuroendocrines et ensuite gérer la maladie de ces patients. Alors, premièrement, les tumeurs neuroendocrines sont bien connues dans l'histoire. En fait, l'une des premières mentions d'une tumeur neuroendocrine remonte dans la Bible. Dans le Deutéronome, justement, on parle du roi Og, roi de Basham, qui était le dernier des Réphaïtes. Alors, son lit était fait de fer et mesurait plus de 13 pieds de longueur et 6 pieds de largeur. Et il reste à Rabat des Ammonites. Donc, ce lit était exposé dans un musée local, près de Rabat. Alors, ceux d'entre vous qui vous intéressez à l'histoire, et en particulier à l'histoire biblique, vous vous rappellerez peut-être que Goliath était aussi un géant, faisait partie en fait de la même tribu. Et vous avez peut-être entendu parler de la fameuse bataille entre David et Goliath. Alors, savez-vous comment Goliath a été tué éventuellement?
Oui. C'est David qui l'a atteint d'une pierre avec sa fronde et il a frappé Goliath en plein front et Goliath en est mort. Mais je peux vous dire que nous pensons qu'il y avait un problème dans la structure de la boîte crânienne parce que normalement on ne peut pas tuer quelqu'un avec un coup frontal. Et justement, je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Mais nous croyons vraiment qu'il avait un problème de décalcification et donc une faiblesse des os. Et dès que la pierre l'a frappé dans le front, son crâne s'est fracturé et il est mort des suites de sa blessure. Alors, voici une image précoce et une des premières images, une image des premières chirurgies qui ont été faites par David. Alors, je suis sûr que les techniques sont beaucoup améliorées. Et évidemment, les résultats à l'époque n'étaient pas particulièrement reluisants. Alors, cela dit, justement, l'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un cas. Ce sera une étude de cas d'une tumeur neuroendocrine. Et c'est un cas tiré de notre clinique, quelqu'un qui avait en fait un néoplasme neuroendocrine multiple. Et néoplasie neuroendocrine multiple. Et justement, je vais donc vous montrer quelles sont les techniques que nous avons utilisées et quelles sont les limites des outils diagnostiques que nous avons utilisés. Alors, c'est un cas, il s'appelle GJS, c'est un homme de 39 ans. Il nous a été renvoyé par un médecin de famille en 2001. Et le diagnostic qui avait été posé, c'est une condition qui s'appelle l'acromégalie. L'acromégalie est une condition qui est due à une tumeur de l'hypophyse qui produit une quantité anormale de l'hormone de croissance. Alors, nous avons tous besoin de cette hormone, évidemment, c'est ce qui assure notre croissance, mais éventuellement, les os des extrémités se fusionnent lorsqu'il y a un excédent d'hormones de croissance, parce qu'on ne peut pas nécessairement continuer à grandir en taille, mais les tissus continuent à grandir sous l'influence de cette hormone. Et comme vous pouvez voir dans cette photo, ce monsieur a des mains extrêmement larges et développées, et on peut voir aussi qu'il y a un creux dans la paume, et ça, c'est un appauvrissement du muscle parce que les nerfs sont coincés, comprimés par les tissus, et on voit aussi le nez et les joues qui sont hypertrophiés. Alors, c'est ce qu'on appelle l'acromégalie. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur les symptômes extérieurs de cette condition, mais dans ce cas-ci, nous avons fait des tests préliminaires sur notre patient. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas médecins, nous avons mesuré essentiellement ces niveaux d'hormones de croissance et une autre protéine qui s'appelle l'IGF, qui est le facteur de croissance 1, qui est produite sous l'influence de l'hormone de croissance. Et comme vous pouvez voir ici, les niveaux normaux sont de 284 et la croissance... L'hormone de croissance ne dépasse pas 10, mais en fait, chez lui, ces niveaux étaient beaucoup plus élevés. Et là, on a fait d'autres tests et nous avons découvert qu'effectivement, il avait effectivement une tumeur de l'hypophyse et c'est ce qui expliquait son acromégalie. Maintenant, ça, c'est l'IRM de ce patient. Et on peut voir ici justement cette masse blanche au centre. C'est une immense tumeur, l'hypophyse qui est normalement là. Alors tout cet espace-ci, cette masse blanche, de même que les deux... Et là, les deux points noirs, ce sont les artères carotides qui alimentent le cerveau. Et la structure qu'on voit ici qui coiffe, ça, ce sont les nerfs optiques qui contrôlent la vision. Et donc, cette tumeur, à mesure qu'elle grandissait, comprimait le nerf optique. Et parfois, cela peut provoquer des problèmes de cécité, dans certains cas. Toujours est-il, ce patient s'est retrouvé en chirurgie, pas le chirurgien que je vous ai montré tout à l'heure, mais en fait, notre chirurgien s'appelle effectivement David, mais David Clark. Et donc, mais il a fait un excellent travail. Et comme vous pouvez voir, ça c'est l'IRM après la chirurgie.
Et on voit donc les nerfs optiques qui étaient comprimés au départ et qui sont maintenant complètement dégagés. Et la tumeur a été essentiellement éliminée. Et après l'opération, ces niveaux d'hormones qui étaient très élevés au départ avaient retrouvé pratiquement l'intervalle normal. Malheureusement, comme vous savez, l'hypophyse produit d'autres hormones et il y a une hormone qui contrôle les gonades, donc en particulier qui produit de la testostérone. Et dans son cas, justement, parce qu'il y avait une perte de fonction de l'hypophyse, il avait une carence de testostérone et nous avons donc commencé une thérapie de remplacement de la testostérone. Donc, on pensait qu'il était guéri, qu'on a fait du bon travail et on lui a dit, ben écoutez, on va continuer à faire un suivi, mais tout va bien pour l'instant. Mais en 2003, il est revenu avec d'autres symptômes. Et cette fois-ci, c'était la nausée. Et là, le médecin a commencé à faire des tests de calcium. Et on s'est aperçu que son niveau de calcium était très élevé. Le calcium sérique, normalement, est 2,6 millimoles par litre et le sien était de 2,9 millimoles par litre. Et encore une fois, l'une des hormones principales qui contrôle le niveau de calcium, c'est et ça c'est la glande qui contrôle le calcium et la parathyroïde. Et la parathyroïde peut augmenter le sérum calcique si elle fonctionne mal. Alors, d'après les tests sanguins, on peut voir que son calcium sanguin était très élevé. Et bon, je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails et puis tout le cycle de rétroaction, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais disons que, en regardant les résultats du test, on s'est dit qu'il avait peut-être une tumeur de la glande parathyroïdienne ou un adénome, comme on les appelle. Et on s'est dit, bon, il faudrait peut-être faire enquête. Alors, en même temps, nous avons constaté deux autres choses. Alors, on avait donc au départ une tumeur de l'hypophyse et maintenant un adénome. Alors on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas justement est-ce qu'il ne s'agit pas d'une néoplasie endocrine multiple? Alors, de quoi s'agit-il? C'est une condition dominante autosomale. Autrement dit, si un de vos parents a cette condition, vous avez au moins 50% d'en hériter. C'est ça que ça veut dire quand on parle de dominance autosomale. Et le gène responsable de cette condition se trouve sur le chromosome 11Q13. Et c'est tout ce que je vais vous dire pour ce qui est de la chimie moléculaire. Mais alors le NEM est une tumeur de type PPT. Et donc, il y a généralement une tumeur de l'hypophyse, des problèmes de parathyroïde et aussi des problèmes du pancréas. Et éventuellement, dans certains cas, il y a aussi des tumeurs carcinoïdes. Et puis là, vous avez déjà entendu justement l'emploi du mot carcinoïde critiqué, mais je ne vais pas en parler maintenant. Alors, donc P pour pituitaire, P pour parathyroïde et aussi l'autre P pour le pancréas. Donc, ce sont les trois voies d'enquête. Alors, ce qui arrive typiquement avec les néoplasies endocrines multiples, c'est que pas tous les patients présentent nécessairement tous les symptômes de la condition. Certains ont des problèmes de l'hypophyse, d'autres de la parathyroïde, pas nécessairement des problèmes du pancréas. Donc, ça dépend. Et l'autre chose qui compte, c'est que les anomalies se manifestent à différents stades de la vie. Alors, voici, ce diagramme montre justement les âges de la vie, de 15 à 60 ans, et on voit que la plupart des problèmes se manifestent en fait après la deuxième décennie, donc à partir de la vingtaine, et se résorbent ni plus ni moins à la quarantaine ou à la cinquantaine. Mais entre-temps, on est presque sûr que l'une de ces conditions va se manifester. Alors, si on regarde, il y a les problèmes de la parathyroïde,
qui se manifestent lorsqu'on est dans la vingtaine ou la trentaine, et à peu près, il y aura aussi les problèmes du pancréas, surtout le gastrinome et l'insulinome, et aussi les problèmes de prolactinome, qui est un problème lié à l'hypophyse. Et alors, et 94 à 95% de ces patients ont des problèmes donc de la parathyroïde, environ 30% ont des problèmes de l'hypophyse, de la glande pituitaire, et 40% environ des problèmes du pancréas. Donc, comme je vous disais, tout le monde aura tôt ou tard tous ces symptômes. Alors, pour en revenir à notre patient, parce que nous avons continué notre enquête et nous avons éventuellement déterminé qu'il effectivement il avait une fonction parathyroïdienne anormale et il y a 3 ou 4 glandes parathyroïdes et dans son cas, il y en avait 4. Et sur les 4, les médecins ont éliminé ou fait l'ablation d'environ 3 glandes et demie, en espérant que la moitié de la glande qui restait continuerait justement à maintenir le niveau de calcium sérique nécessaire. Parce que si on élimine complètement toutes les glandes, il faut à ce moment-là remplacer le calcium, ce qui suppose une thérapie continue. Et le niveau de calcium de ce patient, avec sa demi-glande parathyroïde, est resté normal par après. Alors, là, on se donnait des coups de pied en se disant, quand on a fait le test génétique en 2004, justement, le test est revenu négatif. Et ça nous a un peu surpris parce que, de toute évidence, ce patient avait des problèmes assez rares, parce que l'hypophyse est un problème rare, la parathyroïde aussi est un problème rare, et généralement, quand on a 2 problèmes rares chez le même patient, c'est vraiment inhabituel, à moins qu'il y ait un syndrome. Et malheureusement, le test génétique est revenu négatif. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'il ait effectivement un adénome pluri-endocrinienne, une adénomatose. Parce que si on l'avait fait il y a 10 ans, on n'aurait pas nécessairement trouvé... on cherchait en fait une chose en particulier, mais en 2011, on sait maintenant qu'il y a plusieurs autres formes de cette adénomatose. Et si on refaisait le test maintenant, on serait peut-être surpris de constater que le patient a effectivement une mutation positive. Et pourquoi est-ce positif? Parce que si on connaît la mutation du chromosome et qu'on sait que c'est un problème lié à de dominance, on peut ensuite retourner dans l'arbre généalogique du patient pour voir qui sont les membres de la famille qui ont effectivement hérité de cette mutation. Et là, on peut prendre des mesures préventives pour éviter même l'apparition de ces tumeurs. Bon, on attendait le résultat de tous ces tests et en attendant, nous avons décidé donc de faire une tomodensitométrie de l'abdomen et nous avons constaté qu'il y avait une croissance sur le pancréas. Alors, nous avons maintenant un patient qui a 3 symptômes. Alors, problème de la parathyroïde, problème de l'hypophyse et maintenant quelqu'un qui a aussi une anomalie pancréatique. Et pourtant, le test génétique nous dit qu'il n'y a pas d'antécédents génétiques. Alors, nous avons dû approfondir le tableau clinique pour voir qu'est-ce qu'il en était. Alors, pour en revenir à notre étude de cas, donc, de ce monsieur, et là, je vais faire la synthèse de tout ça. Alors, j'ai posé au patient les questions suivantes. Est-ce que vous avez de la diarrhée? Est-ce que vous avez des sueurs froides? Est-ce que vous avez des évanouissements, de la transpiration, perte de poids, d'hyperglycémie ou des démangeaisons de la peau? Et il m'a dit non, je n'ai aucun de ces symptômes. Alors, si vous retournez à la diapositive où je vous montrais justement qu'il y avait un problème avec le pancréas. Alors, chaque fois que vous voyez quelqu'un avec une anomalie du pancréas, dans le contexte de l'adénomatose pluri-endocrine, il faut faire 2 choses. D'abord, il faut voir si ça, c'est une tumeur fonctionnelle. Autrement dit, est-ce que cette tumeur produit des hormones ou est-ce que c'est une tumeur qui ne produit pas d'hormones et qui est donc non fonctionnelle?
Alors, si c'est une tumeur fonctionnelle, alors à ce moment-là, il faut traiter différemment. Mais si c'est une tumeur non fonctionnelle, alors à ce moment-là, le traitement est différent aussi. Alors, parmi les tumeurs fonctionnelles, les plus populaires, les plus répandues sont les gastrinomes et les vipomes. Et les autres sont beaucoup plus rares. Alors, ce n'est pas la peine de vous parler de conditions très rares où peut-être la fréquence est de l'ordre de 1 sur 2 millions. Et alors, la première question que j'ai voulu me poser, c'est s'agit-il d'un gastrinome, donc d'une tumeur qui produit des hormones? Alors, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la gastrine. La gastrine contrôle la sécrétion de l'acide de l'estomac. Et il y a donc des cellules qui produisent la gastrine dans le pancréas et il y en a aussi dans l'estomac également. Et ces cellules contrôlent la sécrétion. Alors, la gastrine contrôle justement par le truchement de voies relativement complexes, contrôle la sécrétion d'acide, l'acide chlorhydrique qu'on trouve dans l'estomac. Et dans des conditions normales, chez l'individu normal, si l'estomac est trop acide, il y a un message qui est ensuite réacheminé par le truchement du pancréas, disant qu'il y a de l'hyperacidité, et à ce moment-là, la sécrétion cesse. Mais chez les gens qui sont atteints d'une tumeur du pancréas, la tumeur, justement, fait en sorte qu'elle fait obstacle au message et l'estomac continue à produire trop d'estomac et le niveau de l'acidité de l'estomac continue à augmenter. Et vous savez évidemment ce que fait l'acide de l'estomac excessif. Et si vous ne savez pas, allez boire une bouteille d'acide muriatique à la maison, vous allez voir ce que ça donne. Alors ces cellules qui produisent la gastrine dans l'estomac existent donc dans l'estomac et aussi le pancréas, et dans ce cas-ci, il y avait des règlements. Alors, le gastrinome a été décrit pour la première fois en 1955 par deux chercheurs, Zollinger et Allison, et évidemment, le symptôme clé, c'est l'ulcération. Justement des ulcères de la voie gastro-intestinale dus à l'irritation provoquée par l'acide excessif. La plupart des patients sont diagnostiqués entre l'âge de 20 et 5 ans, et c'est ce que je vous ai montré dans le graphique tout à l'heure. Et justement, à la suite de ces ulcères, les patients souffrent de douleurs abdominales, il y a la diarrhée, et parce que l'acidité, évidemment, se déverse ensuite dans l'intestin, et dans l'intestin, dans le côlon, et ça cause donc la diarrhée, de même que la nausée et évidemment les brûlements d'estomac. Voilà comment se présente. Ce sont des cratères ulcéreux. On a l'impression que ça a été complètement du tissu érodé, inflammé. Et donc ça, cet aspect habituellement. Alors comment pouvons-nous déterminer qu'il s'agit d'une tumeur qui sécrète gastrinome? On commence par mesurer les niveaux de gastrine sérique chez un sujet normal. Ce niveau serait inférieur à 50 picomoles par litre et aux jeunes, ce serait supérieur à 500 picomoles. C'est significatif du fait qu'il y a gastrinome. Mais c'est entre 50 et 500, ça peut arriver chez les gens stressés dans certaines conditions. Donc on fait des tests assez pointus pour voir s'il s'agit d'une production normale. Un de ces tests est le test à la sécrétine, qui est une hormone qui, chez les sujets normaux, va induire la sécrétion de gastrine. Mais dans le cas de gastrinome, cette sécrétion est excessive. Chez un sujet normal, le niveau de gastrine peut augmenter de 50%. Chez le cas de gastrinome, ça augmente pratiquement de 100%. C'est comme ça qu'on peut faire la distinction. Les niveaux de gastrine peuvent être supérieurs à 100 picomoles. Là, c'est significatif. On fait quelquefois des tests au calcium. Ça fonctionne un petit peu de la même façon.
La sécrétine, malheureusement, n'est pas facilement disponible au Canada. Donc, finalement, on fait des tests au calcium parce que c'est beaucoup plus facile. Et voilà, chez un sujet normal, comment ça se présente. Si je vous administre de la sécrétine, voilà ce qui arrive de la sécrétine. Mais si vous avez un gastrinome, il va y avoir un pic et une augmentation de gastrine. Sujet à jeun, si l'on est dans la zone grise, si l'on donne du gluconate de calcium, parce que l'on n'a pas accès aux sécrines, c'est passé à 130. Bon, c'était pas particulièrement radical, donc dans ce cas-là, on n'a pas pensé qu'il s'agissait de gastrinome. Eh bien, dans les tumeurs sécrétant de l'insuline, vous savez que ça baisse votre niveau de sucre, les gens diabétiques prennent. Donc, de l'insuline, si vous avez une tumeur pancréatique productrice de insuline, ça va baisser le niveau de glucose. Ça a été décrit pour la première fois en 1927. La plupart des patients font l'objet d'un diagnostic entre l'âge de 45 ans et 55 ans. Et si vous avez suivi des patients et que vous voyez la diminution du niveau de glucose, et souvent lorsqu'on est de garde de nuit, on est confronté à ce genre de cas. On a ces personnes qui tout d'un coup ont des vertiges, se mettent à transpirer, ils ont besoin de prendre quelque chose de sucré et après avoir pris quelque chose de sucré, après avoir pris une collation, ils se sentent mieux. Mais souvent des gens peuvent présenter ces symptômes, ça que ce soit vraiment un cas d'insulinome. Donc, pour établir la distinction, il faut utiliser la triade de Whipple. Il faut donc des symptômes classiques d'hypoglycémie, ce que l'on a déjà décrit, et il faut voir si ce symptôme s'accompagne de glucose faible. Si l'on a un niveau de glucose de 5 à 6, c'est normal. Donc, il ne s'agit pas d'hypoglycémie, il faut donc des symptômes plus un niveau bas de sucre, et les symptômes doivent donc disparaître lorsqu'on a réglé le problème de sucre, et là, on peut essayer de confirmer s'il y a hypoglycémie. Donc, le sucre à jeun, parce que l'insuline abaisse le niveau de sucre, si c'est inférieur à 3, et c'était 4,5 à jeun chez un sujet normal, si c'est inférieur à 3 et que les niveaux d'insuline sont élevés, là, on peut établir un diagnostic. Ou l'on peut faire un test désagréable. Ces patients sont amenés à l'hôpital pendant 72 heures. On ne leur donne absolument rien à manger. Par contre, ils ont accès à de l'eau à volonté. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que si on a une production excessive d'insuline, le niveau de sucre va finir par tomber. Alors, on peut utiliser des tests de stimulation à la calcium qui va augmenter la production de gastrine, mais augmenter la production également d'insuline. Donc, chez ce patient, il n'y avait pas de confusion, pas de tremblement, pas de syncope, pas de sudation, pas de palpitation, pas de faim, pas de changement de la vision, que de ces signes étaient présents. Et ces niveaux étaient de 6,1, 5,8 et 6 pour ceux qui étaient des niveaux de sucre à jeun. Alors, il nous a dit d'aller au diable lorsqu'on lui a parlé de la possibilité d'avoir un jeûne de 3 jours. Alors, la question suivante est de savoir s'il s'agit peut-être d'un VIPOM. Donc, c'est une tumeur qui produit donc des peptides. Alors, je me demande toujours si cette tumeur pancréatique est fonctionnelle. C'est très rare, mais 1 million, sur 10 millions par an. Et c'est entre 30 ans et 50 ans que l'on peut retrouver ce cas. Certaines peptides peuvent provoquer des diarrhées, pas une diarrhée habituelle. C'est une diarrhée épouvantable, très aqueuse. Et une fois que l'on a vu ça, on ne l'oublie pas. Les personnes finissent par perdre du potassium. Donc, c'est des diarrhées liquides avec détérioration du niveau de potassium. Il peut y avoir également vertige, rougeur du visage, faiblesse musculaire. Si vous avez le plaisir de souffrir de diarrhée à un moment ou un autre, vous savez que l'on se sent complètement faible, surtout après un empoisonnement alimentaire. Voilà comment ça se produit. Alors, comment confirmer qu'il s'agit de VIPOM? On va mesurer
Donc, le niveau de peptide sérine, s'il y a des symptômes et si l'on a un niveau VIP au-dessus de 75, le diagnostic peut être confirmé. Notre patient ne souffrait pas de diarrhée et son niveau donc de VIP sérique à jeun était à 19 picogrammes, donc pas de problème. Bon, on a fini par être fatigué de tous ces tests, alors on a décidé de faire l'opération. Chirurgie pancréatique a été faite en 2006. C'est un de nos collègues qui a fait cette opération. Ce collègue qui est retourné aux Pays-Bas, il travaille ici. Et puis, ça, c'était une tumeur non fonctionnelle. Donc, il ne s'agissait pas d'une tumeur sécrétant des hormones. C'était une tumeur pancréatique non fonctionnelle et il n'y avait pas, donc, de trait cancéreux dans ce cas particulier. Donc, là, on était content des résultats. Et là, notre patient bon, tout est normal, son niveau de calcium, mais il avait toujours, pouvait-il toujours avoir une M1? Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, on a suivi ce patient qui a des enfants. Alors, on suit les enfants également. Régulièrement, nous nous tournons vers nos collègues généticiens pour voir si l'on a identifié quelque chose de nouveau. On continue à vérifier son calcium sérique. Ça doit être testé dans les autres membres de la famille. Car la tumeur la plus fréquente, la tumeur la plus fréquente produit de la prolactine. Ces patients, il faut les suivre les membres de la famille, ça peut être ennuyeux. Et c'est pour ça que l'on suit ces patients. Alors, je reviens maintenant à mon exemple biblique. On pense qu'il y avait une tumeur pituitaire. Voilà pourquoi il était si grand, si énorme. Donc, il y avait une pathologie à ce niveau, au niveau pituitaire. Et autre problème, il avait un trouble calcique à partir du moment où il a été frappé sur le crâne, sur le front. Le crâne a été donc fracturé. On a vu l'autopsie, n'est-ce pas, qui a été faite plus tard. On l'a vu sur la peinture. Et si vous ne connaissez pas cet aspect de ma personne, eh bien, je fais des aquarelles. Voici des chutes d'eau. Je crois que c'est en 2008-2009 que j'ai peint ça près de la maison. Ça, c'est la vallée de Truro, il y a 203 ans. C'est un phare près du Maine. Et ça, c'est un cours d'eau, pas très loin de chez moi. Village qui s'appelle Herring Cove. Je pense que j'ai terminé. Je vous remercie. Mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition.